Donc le mot de la fin pour Maxime Le Bigot que j'ai présenté tout à l'heure. Donc je propose à celles et ceux qui souhaitent intervenir ou témoigner de pouvoir se manifester auprès de Satya qui est là-bas pendant le temps d'intervention de Maxime. Comme ça, on pourra vous donner au maximum la parole dans la foulée. Maxime, merci beaucoup d'être là parce que j'ai eu l'occasion de vous entendre lors d'une audition au Sénat dans le cadre de la Commission Aménagement Territoire Développement Durable dans la lutte justement contre les déserts médicaux. Donc c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons dans le Morbihan. Merci monsieur le sénateur. Donc oui, je suis un peu l'étranger de la salle ce soir. Donc je me présente rapidement. Donc je suis Maxime Le Bigot, marié, papa de 3 enfants et infirmier à l'hôpital public de Laval. J'ai créé l'association de citoyens contre les déserts médicaux en 2016 sur un simple constat, c'est que notre fils aîné, donc Lucas, qui est né en mars 2016, s'est retrouvé sans médecin traitant fin juin 2016. Bon, voilà, vous le savez toutes et tous que le premier enfant, le moindre bobo, on panique tous. Donc on s'est dit, il nous faut quand même un médecin pour Lucas. Donc on a appelé tous les médecins de l'agglomération lavalloise au départ de notre médecin. Non, désolé, on ne peut pas prendre Lucas. Appelez après l'été, on fera le point. Donc on a réussi à trouver une pédiatre libérale pendant l'été, mais elle nous a dit cet hiver, non, il est hors de question que je puisse prendre Lucas, je suis déjà archi débordé. On appelle tous les médecins de l'agglo et là les secrétaires nous disent non, docteur Truc ne veut pas prendre de nouveaux clients, il veut prendre des patients, mais il n'a pas la possibilité, donc désolé, on ne pourra pas prendre Lucas. Appelez l'ARS, c'est eux les responsables de cette situation. Ni une des deux, j'appelle l'ARS et là on me dit gentiment allez aux urgences pédiatriques pour le suivi de votre fils, quoi. Non, on ne va pas aller embêter nos collègues des urgences pédiatriques pour une vaccination, pour de la bobologie. Donc j'ai mis un mot sur les réseaux sociaux en disant attendez, je paye mes impôts comme tout le monde et j'ai pas accès à la santé, c'est quoi ce chantier? Et voilà, ça a été repris par la presse locale, où est-ce que je disais si vous êtes comme moi, on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de faire un collectif pour savoir qu'est-ce qui est mis en place sur notre territoire pour essayer d'avoir des médecins. Et là, on s'est rendu compte qu'il existait beaucoup d'aides incitatives pour attirer les médecins, que le maire en présence en 2016 essayait de faire venir des médecins. Mais nous, à Laval, la problématique, c'était beaucoup des cabinets isolés dans la ville et les médecins n'arrivaient pas à s'entendre entre eux déjà pour essayer de se rassembler. Alors que sur les communes autour, il y avait des maisons de santé déjà qui existaient et ça se passait bien. Donc on a pu rencontrer l'ensemble des parlementaires, des maires, l'ARS, la CEPAM, tout le beau monde. Et là, on nous entend, on nous dit, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les médecins qui n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Et puis, c'est pas à nous de mettre de l'argent sur la table. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est pas aux collectivités territoriales de mettre de l'argent sur la table. C'est une compétence régalienne. C'est à l'État de faire le boulot. Nous, on est complètement d'accord, c'est un droit constitutionnel, la santé, et c'est bien à l'État de faire le boulot. Donc, on a dit, voilà, on va essayer de se développer, l'association. On s'est développé gentiment. On est arrivé maintenant dans 19 départements. On a une antenne dans 19 départements, dont une dans votre secteur, à Redon notamment, qui défend l'accès aux soins et notamment l'hôpital public. Et nous, ce qu'on préconise, c'est il y a d'autres professions qui sont régulées dans leur installation. Il y a une régulation qui est faite des médecins en Allemagne. Avant de dire que ça ne marchera pas, il faut essayer. Le doublement des maisons de santé pluriprofessionnelles, comme le dit M. Macron, c'est pas la solution miracle. C'est un outil parmi tant d'autres. Là, je suis plus que jaloux d'entendre que vos centres de santé respectifs, vos maisons de santé respectives fonctionnent à merveille. C'est pas le cas en Mayenne. On a eu l'exemple concret d'un pôle de santé qui a été fait dans le Nord Mayenne, à Mayenne notamment, initié par un médecin, président d'un syndicat de médecins au niveau national. Et en fait, tout le monde se barre un par un de cette maison de santé, de ce centre de santé, de ce pôle de santé. On ne sait pas pourquoi. Il évoque les raisons que les pauvres médecins n'arrivent pas à payer les loyers, donc il faut que ce soit la communauté de communes qui paye. Voilà, j'ai jamais vu un médecin faire faillite, donc c'est toujours un peu dérangeant. Et ça, ça montre bien quand même qu'on est sur une autre mentalité maintenant aussi de l'exercice médical. Quand un médecin qui a été formé dans les années 70 part maintenant, il faut au moins 2 médecins pour le remplacer, parce que le temps médical n'est plus le même. Un jeune médecin, et puis c'est entendable, il veut avoir une vie de famille, il veut plus être dérangé jour comme nuit, week-end, jour férié. Mais voilà, c'est le temps médical qui manque en France. On voit bien quand même que
tous les médecins ne coulent pas sous une charge de travail. Pour pouvoir bénéficier d'aide à l'installation, on peut déjà exercer que 2 jours par semaine et on bénéficie de ces aides à l'installation. Donc pourquoi travailler plus alors qu'on peut toucher ces aides à l'installation? Donc nous, on préconise une régulation d'installation, ne serait-ce temporaire sur le territoire national. Avant de dire que ça ne marchera pas, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il faut essayer. Et c'est quand même un problème de santé publique. Les médecins exercent leur profession dans l'intérêt commun, normalement. Et c'est le code de la sécurité sociale qui le prévoit, c'est que la liberté d'installation des médecins est garantie dans l'intérêt des assurés sociaux que nous sommes. Dans l'intérêt des assurés sociaux. Sauf qu'on voit bien que y a plus de 10% de Mayennais qui n'ont pas de médecin traitant. On se retrouve à aller aux urgences quand nos urgences sont ouvertes. Là, par exemple, cette semaine, à Laval, toutes les nuits, les urgences sont régulées. On a eu, pour une première fois ce week-end, les urgences régulées, pour parler dans les bons termes de l'ARS, ça veut dire fermé. Samedi, toute la journée, de 8h30 à 20h30, les urgences étaient fermées à Laval. Samedi. Donc il ne faut pas être malade. On se retrouve à aller à Château-Gontier-sur-Mayenne à 30 km lorsqu'ils sont ouverts, et à Mayenne lorsqu'ils sont ouverts. Sauf que, par exemple, ce soir, Mayenne est fermée, Laval est fermé, donc c'est Château-Gontier qui absorbe tout le monde, absorbe le Bailleul, absorbe peut absorber Vitré également. Et comme a pu le dire de nombreuses personnes ici, c'est les pompiers qui en subissent les conséquences, parce qu'ils doivent aller faire des fois plus d'1 heure, 1/4 de route, aller 1 heure, 1/4 de route, retour pour amener un patient dans un hôpital périphérique. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait de ce patient lorsqu'il est dans un hôpital à plus de 35 km? Qui est-ce qui va le ramener sur son hôpital de proximité? Est-ce qu'il y a des lits pour l'accueillir? Parce que c'est vrai qu'après la Covid, on fermait des lits dans nos hôpitaux par manque de personnel paramédical. Et là, on se retrouve à fermer des lits par manque de personnel médical. J'ai encore un exemple là, qui va bientôt nous arriver à Laval. Des lits de soins de suite qui sont quand même plus que nécessaires dans nos territoires pour désengorger les services aigus et donc le service des urgences. On risque, nous, de fermer encore un service complet de 27 lits cet été. À Laval, à Ernée, à une autre commune à côté de Laval, c'est pareil, c'est 2 services de SSR qui sont fermés. C'est dramatique. Où est-ce que va aller la population? On va encore engorger les urgences et derrière, avoir tout ce retard de prise en soins et cette perte de chance pour la population. On voit bien de toute façon dans les territoires ruraux qu'il y a une espérance de vie qui est déjà diminuée par rapport aux zones suffisamment dotées. C'est pas nous, c'est pas l'association qui le dit, c'est une étude du géographe Emmanuel Vigneron pour les maires ruraux de France, qui est un géographe reconnu. Il y a 2 ans d'espérance de vie en moins dans les zones rurales par manque d'accès aux soins. C'est dramatique, c'est quand même un devoir de l'État de garantir l'accès aux soins. Donc nous, ce qu'on demande, nous, l'association, avec nos adhérents, avec nos antennes, c'est déjà de grandir en tant qu'association, de continuer à se développer, de continuer à avoir des adhérents, parce qu'on sait que c'est l'union qui fait la force. C'est d'avoir du courage politique, et je sais que ici, monsieur le sénateur a pris l'engagement en campagne de travailler sur la régulation des installations. À l'Assemblée nationale, il y a un groupe transpartisan qui existe, et ça, c'est une très bonne chose. Moi, lorsque j'ai commencé l'association en 2016, quand vous parliez de régulation à certains députés, ils couraient, ils partaient en courant parce ça leur faisait peur. Et là, ils se rendent compte que, vu que leur territoire est concerné par cette problématique, il va peut-être falloir essayer, ne serait-ce que temporaire. Donc, nous, on ne peut qu'encourager ces propositions de loi visant à réguler l'installation des médecins sur le territoire national dans l'intérêt de l'ensemble de la population. Merci. Merci beaucoup, Maxime.